Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du blog Corps Esprit Martial. Aujourd'hui encore, nous sommes avec Léo Tamaki. Donc Léo Tamaki qui est enseignant d'aïkido, qui est également rédacteur alors tu me dis si je me trompe, mais qui est directeur de Yashima, c'est ça? Non, non, directeur, je suis un des fondateurs de la société. Voilà, fondateur, pardon. Non, non, c'est bien comme ça, on peut le préciser comme ça. C'est le rédac en chef, c'est Xavier Duval, je ne sais pas si tu le connais, qui écrit un blog aussi qui s'appelle Tribulation Martiale. Oui, 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 je lis souvent aussi. Le responsable du thème central qui est à chaque numéro, c'est Alexandre Xergorzik, qui Oui, fait le. J'ai oublié comment s'appelle son blog. Enfin, oui, mais j'ai été commenté, je crois que c'est hier ou avant-hier, où on a eu une discussion autour d'un de ces articles encore. Donc, et eux deux, ils font voilà, une masse phénoménale de boulot. Après, il y a toute l'équipe en backup qui s'occupe de l'impression, la diffusion du mag, etc. Donc, c'est une grosse équipe, quoi. Voilà. c'est une grosse équipe, mais c'est une grosse qualité aussi. Voilà, on vous fera une petite vidéo sur le magazine en lui-même. Mais bon, voilà, c'est de la qualité. Je vous invite vraiment à le regarder et à vous pencher dessus si vous êtes passionné, que ce soit du Japon ou d'Asie plus généralement. Pas seulement d'arts martiaux, voilà, vous trouverez plein de choses qui peuvent vous intéresser. Donc si vous avez un peu de temps à perdre, et je pense que là, ça va sortir pendant le confinement, vous avez du temps à sacrifier à ça. C'est voilà, c'est un bon moyen de s'ouvrir l'esprit différemment et on est très proche des personnes, quoi. Je trouve que vous arrivez à attirer la sensibilité des personnes dans ce magazine, donc c'est vraiment un super magazine, n'hésitez pas. Donc on va aujourd'hui embêter Léo avec des questions sur la préparation physique et notamment donc autour de l'aïkido et un peu plus généralement on va ouvrir peut-être un peu sur le budo, mais voilà. Le but c'est parler vraiment aujourd'hui de préparation physique. Je dis aujourd'hui parce que normalement vous avez vu notre interview qui sont des conseils aux débutants. Si vous l'avez pas vu, on vous la mettra en lien. Alors soit là-haut si vous êtes sur YouTube, soit en bas sur le blog. Alors Léo, on attaque tout de suite. Quelle est la qualité physique la plus importante pour un pratiquant d'aïkido selon toi? Alors, on a un peu abordé ce sujet lors de la première interview. Et pour moi, c'est la sensibilité. C'est-à-dire, encore une fois, l'action juste, elle découle d'une perception juste. Donc, sensibilité sur ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. C'est ça qui va te permettre de connecter, dissocier, coordonner différemment les parties de ton corps, etc. La sensibilité sur l'extérieur, perception. Alors évidemment, on se repose beaucoup sur les yeux, mais de fait, en Kishinkai, on utilise beaucoup d'exercices les yeux fermés, où tu vas attaquer les yeux fermés de différentes directions, avec sans timing prédéterminé, etc., pour développer toutes les autres perceptions. Alors, ce qu'on appelle perception de l'intention, mais aussi tout ce qui est kinesthésique, tonologie, etc., toutes ces choses-là. Donc, c'est une qualité physique un petit peu vague, entre guillemets. La sensibilité, c'est tout notre système de perception. Voilà. Perception juste, action juste. Alors, je me permets de rebondir parce que ce que tu dis fait écho à une vidéo qu'on a déjà faite qui est pour entraîner les sensations kinesthésiques, donc justement tous les sens internes. Et le fait de s'entraîner les yeux bandés, on en parle, enfin nous, les yeux bandés chez soi. On vous donne quelques petites astuces pour renforcer justement cette sensibilité. On vous mettra la vidéo en lien. Voilà, n'hésitez pas parce que pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on a un blog sur la préparation physique et mentale pour les arts martiaux, donc ça peut vous aider éventuellement. Mais donc du coup, je suis d'accord. Moi, la sensibilité, le fait de savoir ce qui se passe dans son corps, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir avoir la bonne action. Je te rejoins à 100%. C'est une capacité nécessaire. Est-ce que toi, pour toi, tu fais régulièrement la préparation physique? Je fais beaucoup de choses. L'aïkido, c'est une discipline très riche, mais qui développe pas le corps de façon harmonieuse, etc. Il y a plein de choses qui sont mises de côté, clairement. Et pourtant, c'est déjà une pratique qui est très ouverte, hein. Mais voilà. Et donc, on peut aller plus loin, et notamment parce qu'on a aussi un mode de vie sédentaire. Là,
pour le prochain numéro d'Ishima, justement, Xavier a fait une interview d'un gars qui a créé un truc qui s'appelle The Foot Collective. Donc, je connais pas bien la méthode. Apparemment, c'est une méthode pour réorganiser le corps à partir des pieds, enfin, tu vois, rétablir des équilibres, fait par des physical thérapeutes, donc l'équivalent kinéostéo, on va dire, pour simplifier. Et il dit qu'il a eu beaucoup de patients qui sont des gens qui faisaient intensément de la pratique physique 1 heure par jour ou 2 heures 3 fois par semaine, peu importe, et qui, lors de ça, étaient sédentaires. Et donc, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'actif si 1 heure par jour tu fais ça et que tout le reste de ta journée, tu es assis dans ton bureau, dans ta voiture, etc. Et j'ai trouvé ça très, très pertinent. Donc, je ne considère pas que le fait de faire de l'aïkido 2-3 fois par semaine soit suffisant. Et j'encourage beaucoup les élèves à avoir une pratique à côté de ça. Et elle n'a pas besoin d'être importante. Tu vois, tu peux faire un jour 10 minutes de yoga, le lendemain 10 minutes de conditionnement physique, le surlendemain, ainsi de suite. Tu alternes comme ça. Alors, moi, j'y passe plus de temps que nécessaire, que le minimum de temps nécessaire, je dirais, c'est 10-20 minutes par jour. Moi, j'y passe plus de temps parce que j'utilise plus mon corps, parce que j'ai besoin d'être prêt à un niveau plus élevé. Donc, je fais des exercices en résistance, enfin de la musculation, on va dire, au poids de corps et avec haltère, avec élastique, avec poulie. Très très peu avec machine, quelquefois avec des presses à jambes, quoi, mais voilà, très peu. Je fais des exercices de mobilité, je fais des sessions de yoga et je fais aussi des sessions de méditation. Alors la méditation, ça va plus que dans le spirituel. Pour moi, il y a aussi ce qui se passe, des changements dans le corps. Après, je l'ai dit plusieurs fois, ce que je fais le plus sérieusement, c'est les exercices de musculation. Après, dans l'ordre, donc c'est conditionnement, yoga et méditation. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je l'ai donné dans cet ordre instinctivement. Donc, yoga et méditation, je les fais vraiment 10 minutes ou 20 minutes maxi, chaque truc par jour. Et pour moi, il s'agit plus d'entretien. Donc, j'ai aucune illusion sur la profondeur de cette pratique et les bénéfices que je peux en tirer. Par contre, les bénéfices de 10 minutes ou de 0 minutes de méditation, ils sont phénoménaux. Donc, j'irai pas loin, mais je vais déjà à un endroit où je serais jamais allé si je n'en avais pas fait. Et je suis très content d'en faire un petit peu. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Tu as fait un très bon article d'ailleurs sur la méditation, la façon, ton approche de la méditation que je trouve très saine. Voilà, et je le mettrai en lien parce que, bon, tant qu'à faire, autant qu'ils aillent le visiter directement plutôt que de le résumer ici. Mais allez, n'hésitez pas à aller le lire. Et je reviens sur ce que tu as dit, les 10 minutes de méditation comparé à 0, les bénéfices sont énormes. Et pour aller au-delà de 10 minutes de méditation, il faut aller à plusieurs heures en fait. Dans les études, ce qui a été prouvé, c'est que au-delà de 10 minutes, un quart d'heure quotidienne, si on veut vraiment avoir de gros bénéfices par rapport à ça, il faut passer à plusieurs heures. Mais par contre, de 0 à 10 minutes, c'est énorme quoi la différence. Je peux que être d'accord avec toi. Donc voilà. Et est-ce que, alors je vais rebondir, tu as parlé de mobilité. Est-ce que tu peux parler de la différence entre mobilité et souplesse pour toi? Souplesse, c'est les amplitudes articulaires. Et si tu veux, tu peux ne pas avoir un contrôle de ton membre. Alors que tu as une certaine souplesse, tu peux l'envoyer mais pas un véritable contrôle sur tous les plans, etc. Donc, il s'agit, dans la mobilité, la souplesse est plus l'assouplissement est une conséquence, mais c'est pas la recherche. C'est réussir à avoir une liberté sur tous les plans. Plutôt que aller chercher sur un plan particulier une augmentation d'une amplitude. Bah, ok, c'était juste pour être sûr qu'on parle de la même chose du coup, parce que on entend tout sur la mobilité. Et vu que nous on a fait toute une méthode d'assouplissement et de mobilité pour les arts martiaux, du coup on est un peu curieux et je voulais être sûr qu'on parle de la même chose. Donc je vous conseille vraiment la mobilité, la souplesse dynamique, plutôt que le statique, hein, personnellement, pour les arts martiaux. Je sais pas si tu es d'accord, mais la souplesse statique n'a pas trop d'intérêt pour un pratiquant d'arts martiaux finalement. Non, c'est sûr. Après, moi, je vais te dire, en fait, bon, j'ai 46 ans, tu vois, et
Et c'est récemment, récemment, il y a 5 ans, en gros, que les premières recherches ont montré que les exercices de souplesse statique n'avaient pas d'intérêt, pouvaient même être nocifs. Bon, c'était presque trop tard. Pour moi, je me suis jamais blessé en faisant. J'en ai fait jusqu'à 40 et c'est tellement intégré dans mon rituel qu'il il m'arrive d'en faire beaucoup moins qu'avant. Et voilà. Alors, oui, les recherches ont montré clairement que les exercices de souplesse sont passifs, sont pas très intéressants. Il m'arrive encore d'en faire parce que ça fait tellement partie de ma routine depuis 3 décennies et un peu plus que voilà. L'intérêt que ça peut avoir juste, c'est quand tu as des pratiquants qui sont agités ou quand tu as une longue journée. Quand tu sens une partie qui tire, tu vois, et prendre le temps de sentir cette partie, tu peux amener ta conscience à cet endroit et un relâchement va se faire. Et la tension que tu vas sentir dans certaines parties va aussi amener ta conscience à des endroits où elle n'est pas généralement. En général, elle est dans tes mains, ton visage. Voilà. Donc c'est l'intérêt que je peux y voir et du coup dans l'enseignement, pas dans ma vie perso, mais dans l'enseignement, j'en fais parfois maintenant un matin, si un week-end de stage, ça peut m'arriver de prendre sur une matinée une demi-heure pour travailler ça. Mais pour des bénéfices qui semblent indirects, comme je te disais, calmer l'esprit, réunir tout le monde et puis amener la conscience dans des parties du corps où on la met moins d'habitude. Mais c'est pas pour l'amplitude articulaire et c'est pas parce que tu vas pratiquer mieux après, malheureusement. Ouais, alors bon, quand même, ça peut soulager certaines personnes qui sont très raides, hein, comme tu le dis, en fait, par la conscience, par... Il y a certaines où il faut faire un minimum de souplesse, avoir un minimum, mais effectivement, après, je te rejoins, c'est la mobilité qui prime. Qui prime. Mais c'est intéressant, cette idée de conscience dans le corps. Et du coup, est-ce que tu le pratiques en musculation aussi, la conscience, la connexion neuromusculaire, tu fais attention quand tu travailles, par exemple, les pectoraux ou... Alors, bon, je vais d'abord un truc, déjà, je travaille quasiment jamais les pectoraux parce que l'essentiel pour moi, c'est le travail du dos. Voilà. Bon, tout est important, mais si je devais voilà, l'essentiel pour moi, c'est le dos. Et les pecs, c'est le moins important. Alors, c'est sûr que c'est les muscles du t-shirt, quoi, tout ça, muscles de la plage. Mais pour moi, c'est très important de ne pas utiliser les pecs, justement, même quand tu mets un ski, quand tu fais, enfin, la plupart des mouvements, quoi, ça doit être relâché. Donc, il y a peu de moments où ils sont, voilà. Mais après, oui, mettre la conscience, c'est vraiment hyper important. Et quand tu vois des gens, justement, bon, maintenant, c'est moins le cas, mais il y a eu longtemps, les gens ridiculisaient les bodybuilders ou autres. En fait, quand tu vois, par exemple, bon, on va prendre un célèbre Schwarzenegger qui explique vraiment qu'il a sa connexion, qui parle à son muscle, qui le visualise, etc. Il y a un travail qui est d'une profondeur que beaucoup de pratiquants d'arts martiaux n'atteignent absolument pas. Et effectivement, faire les exercices en pensant à autre chose, en n'étant pas là, bien sûr que ça a des bénéfices, mais ils sont bien moindres que ceux que tu as quand tu es dans ce que tu fais, quand tu es voilà, conscient de ce que tu es en train de faire. Oui, et là, je crois que la science a dit que c'est un tiers en plus qu'on prend en masse musculaire si on fait l'hypertrophie, en étant avec une bonne connexion neuromusculaire. Je crois que ça va jusqu'à à peu près un tiers. Je veux pas dire de bêtises parce que j'ai pas l'étude sous les yeux, mais voilà, c'est quand même énorme, hein, quand on imagine ça. C'est complètement ahurissant. On se dirait que ça n'a pas d'impact alors qu'en fait ça en a énormément. Et c'est pareil pour la visualisation, le fait de se visualiser avant prépare mentalement à mieux recruter les fibres musculaires. Et de ce fait, on va développer beaucoup plus la puissance. Alors, pour peu qu'on sache visualiser correctement, voilà, on a fait tout un article dessus, s'il y en a qui sont curieux, on vous le mettra en lien, mais ça augmente complètement la capacité. Je vais prendre un exemple avec des joueurs de piano, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'étude de ceux qui jouaient au piano et ceux qui s'imaginaient, donc ils avaient pris des néophytes. Je ne sais pas si j'ai eu celle-là en particulier, mais ouais, j'en ai eu plusieurs sur des basketteurs, sur des... Oui, il y a celle avec le basketteur. Il y a les deux grandes, c'est le basket et le piano. Voilà, il y en a qui sont en train de jouer vraiment et il y en a qui se visualisent en train de jouer le morceau. Et finalement, au bout de très peu de temps de pratique, ceux qui se visualisent en train de le faire ont atteint le même niveau que ceux qui le faisaient. Donc c'est que vraiment le rôle du cerveau, on ne sait pas encore le limiter. D'où l'importance de la méditation dont tu parlais tout à l'heure.
parce que ça permet d'avoir toute cette connexion et d'être bien dans son corps. Est-ce qu'il y a un exercice de préparation physique que tu voudrais voir plus souvent dans les dojos d'aïkido? Bah, c'est le travail de la sensibilité et de la perception, tu vois, qui est, il y a peu d'exercices sur ça. Nous, au Kishinkai, un des professeurs qui nous a le plus inspiré pour ça, c'était Hino Sensei, qui avait voilà, nous, après, on s'est approprié ça, on a un peu décliné à notre façon. Ça a été un des déclics sur la perception, notamment de l'autre. Après, la perception intérieure, à Kuzawa, Kuroda, etc., ils avaient tous des exercices comme ça, mais sur la perception de l'autre, je dirais que ça vient de chez Hino Sensei. Et donc, oui, je pense que comme je disais tout à l'heure, enfin, dans la première interview, pardon, il y a peu de. Les exercices sont souvent le travail des principes par exercice et pour moi une voie de garage, à l'exception de la sensibilité. Mais là, on ne travaille pas un principe, mais on travaille une qualité, tu vois, de corps. Cette qualité-là peut être travaillée par des exercices spécifiques qui peuvent être en dehors ou corrélés à la pratique martiale. Bon, après, moi, j'ai des pratiquants relativement avancés dans mon dojo, donc nous, c'est quasiment toujours corrélé à la pratique. Mais pour l'expliciter, pour mettre le doigt dessus, on peut voilà, faire un exercice particulier sur ça. Tout à fait, et tu as raison quand tu dis que c'est une qualité physique. Hein. Aujourd'hui, la sensation kinesthésique, du moins, comme... ah, j'ai mangé son nom. Bref, la sensation de ce qu'il y a au bout de nos corps, j'ai mangé le nom. La perception... Bon, j'ai mangé le nom, je le retrouverai, je le mettrai en dessous. Sont reconnus comme des sens internes, mais comme des sens, au même titre que la vue, que l'odorat, etc. Donc c'est vraiment une qualité physique, ou au moins un sens qu'on peut développer, comme notre sens du toucher, de l'odorat. Donc tu as tout à fait raison, et je comprends pourquoi tu sépares du coup ça du principe. D'ailleurs, Ino Sensei, comme tu le disais, est très fort là-dedans, et tu as mis un de ses katas en ligne, un des rares katas qu'on le voit faire. Je le mettrai en lien parce que je trouve que justement on voit bien la sensibilité, comme tu le dis, dans ce kata. Qu'est-ce que tu penses, toi, des katas pour la préparation physique et plus globalement dans la pratique? Est-ce que tu les utilises? Est-ce que ça... Je sais que tu as fait du karaté. Est-ce que ça t'arrive encore d'utiliser la forme du kata? Kata, tu penses à un enchaînement type karaté ou... Ça peut être type karaté, ça peut être un kata à deux, comme on peut retrouver, alors type judo pour faire simple, où on est à deux, il y a une attaque très codifiée, mais on sait exactement l'enchaînement des attaques, etc. Mais le fait d'avoir quelque chose de très codifié finalement. De toute façon, pour moi, tu prends toujours un support, tu montres quelque chose, donc la personne le fait. Après, est-ce que, tu vois, même quand on dit en systéma, quand ils vont te dire qu'ils ont pas de kata, si tu veux, le prof va montrer quelque chose et les élèves, même s'il dit vous êtes obligé de faire cette forme-là, et une grande partie va se raccrocher à ça, surtout s'ils n'ont pas d'expérience dans d'autres disciplines. La transmission, elle se fait par imitation chez eux. Voilà. Donc, après, le kata, est-ce qu'il est formalisé ou pas? Et s'il est formalisé, est-ce qu'on est très strict ou est-ce qu'on l'ouvre? Ça, c'est des éléments différents dans mon dojo. Vu le niveau des pratiquants, je suis rarement strict sur le truc. Et puis, parfois, j'y reviens, je dis là, je voudrais qu'on travaille vraiment très strict. Parfois, ça leur est pas évident. D'ailleurs, c'est des rares moments où je suis un peu agacé, mais c'est normal qu'on le travaille peu comme ça. Donc, le kata, il est toujours là. C'est-à-dire la forme la forme sur laquelle on se repose pour pratiquer, elle est là. Et après, en fonction des nécessités de ce que tu veux développer, il faut être plus ou moins strict. Je suis très strict dans le kata, par exemple, dans nos formations enseignants. C'est pas la même chose de développer un pratiquant ou développer un enseignant. C'est-à-dire qu'un pratiquant qui cherche à développer des capacités, des habiletés, et qui n'a pas pour objectif de faire une transmission, tu vois, donc il développe des choses pour lui, puis voilà. On peut accepter une certaine attitude. Voilà, il n'est pas obligé d'avoir une connaissance de la totalité du catalogue technique de l'école. Il n'est pas obligé d'être. On n'est pas obligé d'être aussi exigeant. Il y a une exigence minimale, mais voilà. L'enseignant, par contre, et pour peu qu'on parle d'une école, à fortiori quand on parle d'une école, donc il faut qu'ils connaissent l'ensemble du catalogue. Enfin, il y a des différents degrés d'enseignants, mais
à partir du deuxième ou troisième degré d'enseignant, et il faut qu'il soit capable de le reproduire de façon vraiment neutre. Et après, j'insiste toujours sur le fait que il y a plein de variations et les enseignants sont invités à s'exprimer comme ils le souhaitent chez eux, mais à avoir cette connaissance du catalogue commun qui sera chez nous vérifié au premier et deuxième dan. Donc, être capable de dire, voilà, ça c'est la forme commune sur laquelle on s'est mis d'accord pour telle raison. Après, moi, j'ai une préférence pour celle-ci ou pour celle-là. Et à titre personnel, il y a des mouvements pour lesquels j'ai évidemment participé à la mise en place de la forme orthodoxe dans l'école, qui n'est pas du tout celle que j'utilise au quotidien, qui ne me plaît pas, mais je sais pourquoi on l'a mise comme ceci dans le catalogue, parce que c'est intéressant de conserver ça, et parce que moi j'ai telle préférence, mais dans la structure de l'école, c'est pas important. Donc, voilà, il y a, tu vois, c'est selon à qui tu t'adresses, à quel moment de ton émotion tu es. Oui, oui, tout à fait, je comprends. Et c'est Armand Vallée, encore une fois, le fondateur de notre école, qui dit souvent, une école, c'est tout un programme, c'est réfléchi, c'est une méthode. Et du coup, il y a des techniques, on ne comprend pas pourquoi elles sont là sur le moment, mais en fait, elles nous font travailler des choses qu'on ne comprend pas. C'est pour ça, j'imagine, que vous avez gagné certaines techniques qui peut-être sont pas les formes que tu aimes utiliser, mais qui vont permettre à un débutant de travailler certaines qualités physiques. Ou... Tout à fait. Tu peux, par goût, par personnalité, tu peux apprécier certains raccourcis, des raccourcis qui sont dangereux dans une certaine forme technique, mais parce que, enfin, moi je prends mon exemple, je suis un petit peu proactif, un peu agressif, donc il y a certaines formes où je fais des raccourcis qui, en cas d'échec, pardonnerait moins que la forme plus stricte qu'on a développée et qui prend toujours en compte l'échec. C'est-à-dire que tu dis que se passe-t-il quand le mouvement que je fais a raté, est-ce que je suis dans une meilleure position ou pas? Donc dans les techniques de base, c'est censé être là. Et dans les applications personnelles, pour moi, souvent ça passe au second plan. Oui, mais c'est peut-être... Alors, bon, on sort un peu du sujet de la préparation physique, mais c'est peut-être dû à ta compréhension des principes à un moment donné, je pense, je sais pas, hein, mais... Pour ça, bien sûr, de toute façon, tu es toujours limité par ton intégration et compréhension du principe au moment donné en plus. Mais par exemple, je pourrais te donner en Aikido, tu as des enseignants qui sont beaucoup plus dans l'absorption, Ouais. dans l'entrée et tout ça. Voilà. Moi, je suis vraiment dans l'entrée et je prends des risques en sachant que voilà, ça fait prendre tel risque, mais que voilà, j'aime ce côté-là et d'autres sont beaucoup plus dans, tu vois, ils vont absorber, appeler. Ouais. T'es plus sur du sen-no-sen avec du Rimi que... Oui, oui, oui. Donc il y a ma personnalité, puis les maîtres qui ont jalonné mon parcours martial, donc et en plus ça s'est renforcé, tu vois. Peut-être que j'aurais pu être équilibré si j'avais trouvé. Oui, mais bon, c'est aussi ça les arts martiaux, c'est faire des choix et puis faire ce qui nous ressemble. Est-ce que dans les dojos, il y a un exercice physique que tu voudrais voir disparaître, notamment dans les dojos d'aïkido? Tout ce qui est le travail en force, si tu veux. En Aikido, on définit souvent, alors soyons clairs, c'est pas les mots du fondateur, retourner la force de l'autre, utiliser la force de l'autre. Voilà, donc, et c'est ce que j'essaie de faire vivre dans mon Aikido, parce que je trouve que c'est vraiment un excellent principe. Et il y a énormément de techniques qui visent à surmonter une résistance en se connectant, machin. Bon. Donc déjà, c'est une stratégie qui ne me parle pas. C'est une autre stratégie. Et en plus, ça a le défaut, pour moi, de permettre à des gens qui sont physiquement forts de passer le mouvement sans même rentrer dans le principe de connexion qui permettra à quelqu'un de faible de le faire. Donc, voilà. Tout ça m'intéresse très très peu. Mais encore une fois, c'est ce que je souhaite voir disparaître dans les gens qui sont dans notre école. Et je dis souhaite voir disparaître, mais en fait, pour ainsi dire, ça a déjà disparu depuis longtemps, quoi. En un moment de flottement, quand un enseignant rejoint notre école, ça dure quelques mois, le temps qu'il comprenne la direction de travail qu'on a, parce qu'on laisse beaucoup de liberté. Donc
Mais après, s'il est venu, s'il a voulu intégrer le truc, c'est après, il y a déjà eu une certaine démarche, puis il fait la différence entre différents types de travail. Ils ne sont pas que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais qui reposent sur d'autres principes. Je comprends, et puis c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire que ça dépend aussi des besoins de l'école. Donc je vous invite encore une fois à aller voir Léo en stage, hein, parce que c'est hyper enrichissant. Il a une façon de faire qui change, qui varie. Il est très très bienveillant dans son enseignement, donc s'il passe à côté de chez vous, n'hésitez pas, ce sera pas du temps perdu. On perd jamais de temps quand on va voir quelqu'un en stage. Mais là, en plus, il y a énormément de bienveillance, donc je vous invite vraiment, vraiment à y aller. Moi, j'y ai été, puis quand ça se représentera à l'occasion, j'irai avec grand plaisir. Euh, Toi qui parles souvent de relâchement, quel est l'exercice? Comment tu peux aider quelqu'un qui a envie de se relâcher, qui n'y arrive pas? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller pour qu'il s'entraîne, qu'il soit plus relâché? La première chose, c'est de ne pas s'occuper du résultat extérieur. Tu vois, c'est-à-dire que on veut parvenir à un résultat et donc on va, peu importe le chemin qu'on a pris pour y parvenir. Le travail de la technique, c'est pas ça. Ça c'est quand tu dois mettre en application le truc pour survivre. Ok. Ouais. En revanche, quand tu travailles la technique, comme je disais, c'est un casse-tête. Donc c'est pas réussi quand tu as réussi à arracher les deux pièces l'une de l'autre. Donc il faut pas t'occuper du résultat et vraiment le cheminement. Il faut que ton geste il est réussi non pas si l'autre il a les fesses au sol, mais c'est la façon dont tu as réussi à passer ton mouvement. Donc peut-être tu n'auras pas le niveau pour le faire à ce moment-là, c'est pas grave. Après, moi, je conseille toujours au hockey d'adapter son niveau d'exigence, pas de résistance, hein, mais son niveau d'exigence à la personne qui lui fait face. C'est-à-dire que en fonction du niveau, alors le premier mouvement, tu le laisses toujours passer, c'est ton point de référence. Et puis, à partir de là, quand le mouvement va passer un peu en force ou pas sur la bonne direction, etc., tu le ralentis, ne le bloque pas, ça sert à rien, ça agace tout le monde. À un moment, ralenti, la personne va le percevoir, et puis elle va chercher un endroit où ça passe tout seul. Et puis quand elle a réussi la façon dont ça passe tout seul, soit à l'intérieur du corps, soit le chemin extérieur, là où était le problème, tu rehausses légèrement le niveau d'exigence, et ainsi de suite. Donc voilà, mais pour peu que tu tombes sur quelqu'un qui soit dans le tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire que si tu n'as pas fait le geste parfait, il te bloque, bon, bah c'est pas grave, cherche le geste parfait et te préoccupe pas du résultat, ne force pas en faisant ça. Après, une autre chose, c'est sentir le corps du professeur, tu vois, de l'expert ou de gens qui sont avancés. Quand tu le vois, c'est pas juste analyser où sont les segments, mais aussi essayer de ressentir dans ton corps ce qui est en train de se faire, comme si tu le vivais, comme si tu le faisais toi-même. Quand le professeur te fait un mouvement, essayer de sentir ce qui se passe dans son corps. Il y a des moments où tu veux sentir ce qu'il est en train de te faire, donc tu te concentres sur toi, mais en ce qui concerne le travail du relâchement, c'est le moment où tu vas retravailler ça, et au-delà de ça, la mécanique interne qu'il y a chez lui, est-ce qu'il est en train de connecter, de dissocier, tout ça. Quand il fait le mouvement, essaye de te projeter dans son corps, de sentir ce qui se passe chez lui. Alors, encore une fois, ça passe beaucoup par le partenaire, par le rôle à deux, ce que tu conseilles. Et c'est vrai qu'il y a des choses, c'est important d'être à deux. C'est bien d'être seul et de s'entraîner chez soi, hein, surtout en période de confinement. Mais le fait de s'entraîner à deux, c'est important. Le rôle du partenaire est clé. On avait écrit un petit article dans lequel on te citait d'ailleurs sur le rôle du partenaire qu'on mettra en lien. Euh, je pense que, enfin, on progresse qu'à la hauteur de ses partenaires, quoi. Je sais pas si tu es d'accord, mais si on a un hooké qui nous bloque et qui nous empêche de progresser, euh, finalement, on est bloqué et du coup, personne n'évolue et le dojo va stagner parce qu'il n'y a pas les hookés qu'il faut. Je sais pas ce que tu en penses. C'est une phrase que Armand Vallée dit souvent. Tu peux progresser malgré tes partenaires ou malgré ton prof, mais évidemment, ça prend beaucoup plus de temps, tu vois. T'as des boulets qui sont raccourcis à toi. Ouais, Voilà, ouais, c'est la compréhension par l'élève, mais aussi de l'enseignant, du cadre, de ce qu'il souhaite faire travailler, des principes sur lesquels il s'appuie, des stratégies, c'est hyper important. ouais. Dans la première interview, on en parlait, il ne faut pas aller trop loin et se perdre là-dedans, mais pour autant, ça doit être clair. Il faut le repréciser, même si ça te semble une évidence, parce que tu serais surpris. Moi, je me surprends moi-même à refaire certaines erreurs et je les perçois aussi chez les enseignants de l'école, chez les élèves de l'école et chez tout le monde.
Donc c'est important de le répéter encore et encore et encore parce qu'on a une mémoire très très courte. Et puis on a les mauvaises habitudes qui reviennent plus vite que les bonnes. Euh, Est-ce que tu as des exercices de conditionnement physique que tu fais souvent dans tes cours pour tes élèves? Est-ce que tu as des choses que tu aimes leur faire, par exemple en échauffement ou à la fin du cours, des exercices spécifiques pour l'aïkido? J'en ai peu. J'aime bien commencer augmenter graduellement l'intensité, mais j'en ai peu. Après, durant le cours, ça m'arrive de faire des longues séries de répétitions d'une technique particulière ou d'enchaîner le catalogue technique très rapidement, très intensément. Sincèrement, quand tu vas faire 100 fois sur Shomeguchi Kyo, tu dois te relever à chaque fois. C'est comme pour ce kata, c'est comme s'il avait fait 100 burpees, tu vois. Ouais, c'est ça. Euh, pour moi, je préfère que durant les cours, c'est vraiment intégré à la technique. Je me sers de la technique pour développer certaines capacités à certains moments de la saison, etc., en fonction de ce que j'estime ils ont besoin. Après, j'encourage vraiment les gens à fournir un travail personnel sur ça. Parce que bon, évidemment que je peux être là pour leur faire travailler tout un tas de choses, les assouplissements, on peut faire des burpees tous ensemble, etc. Mais c'est ne pas profiter des spécificités que j'ai, c'est ma compétence en aikido, ce pourquoi, a priori, ils sont venus au dojo. Comme si tu vas avec, tu suis des cours à l'université en physique quantique, et puis le mec il est là, tu vas faire tes tables de multiplication pour garder tu vois, ta plasticité et tout ça. Tu peux le faire tout seul, tu le fais avec une app ou un truc comme ça. Donc c'est important, je le fais travailler un petit peu, un minimum à travers les techniques. Mhm. Mais encore une fois, là, il faut beaucoup d'autonomie, il faut que les gens se responsabilisent et qu'ils se prennent 10-20 minutes pour eux chaque jour, pour cette hygiène physique et mentale à travers un petit peu d'exercice de mobilité, de musculation, de machin. Tu vois. Tu peux prendre ça sur 3 ou 4 jours et puis aller répéter comme ça. Ça fatigue pas du tout, ça fait du bien, ça réveille, ça. Ah oui, non, c'est que bénéfique pour le corps, hein, de toute façon. Pour le corps, pour l'esprit, pour tout. Donc, on parle souvent des points vitaux dans les arts martiaux. Est-ce que tu penses que ce soit une clé finalement de la réussite? Non, pas du tout. Bon, je sais qu'il y a des gens, et en plus des gens que je respecte et que j'apprécie, et qui sont vraiment plongés là-dedans. Tu vois, Lionel Froidure, Serge Rebois. Il y avait un Hollandais qui était venu aussi, qui était à une pas la dernière masterclass organisée par Lionel, mais celle d'avant. J'ai honte, j'ai oublié son nom, mais il était très cool. Donc, il y a des gens qui ont eu envie de creuser ça, et pourquoi pas. Et ça me semble d'autant plus intéressant, par exemple, comme quand Serge Rebois, on est dans le domaine de la santé avec les shiatsu, etc., parce qu'il y a des parallèles. Voilà. Mais pour moi, ça reste quelque chose d'assez annexe. C'est-à-dire que effectivement, il y avait des planches dans quasiment toutes les écoles traditionnelles japonaises, mais les principaux sont les mêmes de façon transversale, tu vois. La tempe, le tympan, la carotide, les parties génitales, tout ça. Les points magiques où il faut en taper 4 ou 5 en succession dans un ordre particulier à telle heure du jour ou de la journée. Enfin, voilà, donc de façon très basique, oui, je ne crois pas du tout à la sursophistication en ce domaine. Elle ne me semble pas avoir fait ses preuves du tout. Elle était vraiment considérée comme annexe dans les arts martiaux guerriers lorsqu'ils étaient appliqués. Et tu vois, Akuzawa Sensei disait quelque chose comme peu importe la partie que je vais frapper, ça va détruire ou quelque chose comme ça. Enfin, effectivement, quand quelqu'un comme Royama Hatsu en Kyokushin ou Akuzawa, franchement, peu importe qu'il tape un point vital ou à côté ou à 15 cm, ça va faire très très mal. Ça va casser, ça va. Et surtout, tu vois, il y a les exercices.
Systema, par exemple, c'est une discipline qui est intéressante dans la mesure où elle a ouvert beaucoup de portes et tout ça. Et puis, j'ai eu, moi, des échanges avec des profs de Systema qui sont venus me voir en privé, tout ça, qui était très cool. Et puis, souvent, ils me demandaient deux choses, tu vois. Est-ce qu'on peut faire un peu de sparring? Donc, parce qu'ils sont versés sur quelque chose de très pragmatique, enfin plus pragmatique que beaucoup d'autres disciplines, même qu'ils aient leur propre biais, hein, comme tous. Et puis, est-ce que je peux te frapper? Et ils voulaient voir comment j'allais réagir. Je dis, bon, ok, vas-y. Ils me frappaient, ils me disaient, oh, bon, c'était pas agréable, tu vois, mais je n'ai pas besoin non plus. Alors, pour moi, ce travail qu'ils font, il est souvent biaisé parce que j'avais un ami, la dernière fois en Nouvelle-Calédonie, qui me parlait de ça. Je lui dis, est-ce que tu as eu un accident? Il me dit, ah oui, oui, alors je faisais du surf, et puis la planche, elle m'est revenue en pleine face, j'étais pas bien, je suis sorti et tout ça. Et là, les gens se mettent à hurler, et les gens deviennent blêmes en le regardant. Sa face était rentrée de 3 centimètres à l'intérieur de son visage. Okay, et je lui dis, est-ce que là, tu as perdu conscience? Est-ce que tu as fait... Il est allé à l'hôpital, anesthésie, ils m'ont ouvert la face, ils ont soulevé le truc, ils m'ont tout refait. Bon, un truc de fou, hein. Mais, ou les gars qui perdent en moto, et rail de sécurité, il perd son bras, le mec qui ramasse son bras. Pour peu que la situation soit dramatique, tu vois, boum, ton corps, il est bien fait, il va prendre les choses en main. À l'inverse, si tu vois, je suis là, je détends mes élèves, je dis, alors là, on commence par faire une demi-heure de machin. Après, je vais devant moi, je mets une grosse patate, et puis le mec, il va être séché en deux, parce que je vais abaisser, tu vois, toutes ses défenses, etc. Ouais. Donc, non, tu vois, les Kyusho qui peuvent fonctionner quand le gars, il est en état normal, on est là, bon, je vais vous montrer tel truc, machin, machin, j'appelle un gars, le mec, il est tranquille, il a payé son stage, il est au milieu, pouf, 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 pif, paf, paf, ok. Maintenant, le mec, il serait là, il serait venu pour te tuer, tu vois, il serait dans des comme ça, boum, tu vois, l'adrénaline, tout machin serait comme ça, tu vois, tu vas pouf, 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 et lui, pendant ce temps, il serait en train de te seriner, tu vois. Ouais, mais c'est pas la même réalité. Voilà, ce n'est pas que ça fonctionne pas. Pour moi, ça fonctionne pas dans le cadre martial, ou peu, tu vois. Je suis pour des choses incapacitantes, mais définitives, tu vois, t'as cassé un membre, tu vois. Et encore, il y en a qui arrivent encore à se relever avec une jambe cassée, alors déjà, il faut se méfier. Ouais. Je pense à Le Banner dans son combat. Mais il court vraiment vite. Il court moins vite. Tu mets la jambe à angle droit d'un mec, tu vois, et là, t'as parti, hein, j'y crois plus. Oui, oui. Donc, c'est pas tout noir, tout blanc, ça marche un petit peu, il y a un petit peu d'intérêt à tout ça, mais je pense que c'est une branche particulière. Et voilà, moi, il y avait un maître en aïkido qui s'appelait Arikawa, avec qui j'ai fait quelques cours au Japon. Bon, j'ai pas été trop séduit, j'en ai pas fait plus que ça, hein, mais. Et il utilisait sur chaque technique, sur chaque truc, il y avait tout le temps des targets. Donc, tu voyais, il touchait les gars, et à chaque fois, tu vois, tu avais l'impression qu'il avait appuyé sur des petits boutons électriques, et il prenait des coups de vue à chaque fois. Parce que n'importe quel mouvement, il mis pouf, les endroits où il mettait ses doigts sur ton avant-bras, sur ton cou, machin, il y avait à chaque fois sur des points. Je trouvais pas que ça rendait plus efficace. Donc, comme Yonkyo, par exemple, qui est la technique qu'on utilise par excellence, un point, là, disons, c'est pas une très bonne traduction, mais enfin un point sensible en aïkido. Il y a une frange vraiment non négligeable de la population qui est absolument insensible. Donc pour moi, l'essence de ce mouvement, elle est dans le contrôle de la structure, qui est un endroit qui, sur un certain nombre de personnes, peut faire mal. Mais c'est pas la recherche, c'est pas la douleur à ce point-là, sur ce point en particulier, quoi. D'accord. Et comment tu prépares du coup physiquement au stress qui peut arriver lors d'une agression? Première chose, c'est que pour moi, c'est pas l'aïkido, c'est pas fait pour la façon dont nous on fait de l'aïkido, pardon. C'est pas pour en faire une seule défense, parce que les techniques qu'on apprend sont brutales et sont
ne sont pas proportionnées. Bien sûr, tu peux le faire après, quoi, mais ça demande d'avoir un écart de niveau énorme, quoi. Tu vois, le propos de la self-défense, c'est de faire face à... Après, il y a plein de niveaux, hein, mais de base, une self-défense, on va dire, s'adresse aux civils pour qu'ils se sentent plus en sécurité et puis c'est comme les premiers soins, quoi. Donc, ça lui donne quelques outils pour surmonter une agression, machin. Alors, évidemment que ça peut arriver à tout le monde, mais j'ai pas besoin de mettre plus Disons que ce que tu fais sans préparer, si tu plonges suffisamment dans l'art martial sans te préparer à la self-défense, a priori, il y a quelque chose qui va se développer. Après, si tu veux devenir un expert du truc, c'est tout à fait différent. Hein, mais Je rebondis encore du coup avec ce que tu dis, parce que ça m'a fait encore écho avec Armand Vallée qui dit tout le temps la self-défense, ou la capacité à se défendre, est une conséquence des arts martiaux, c'est pas la cause ou la raison de la pratique. En self-défense, les attaques, c'est censé être des attaques un peu merdiques en général, tu vois. C'est lent. Quand on prend une vidéo d'un pratiquant lambda et d'une agression, souvent on se rend compte que l'attaque est beaucoup plus lente. Dans la rue, ça va beaucoup moins vite, ça a été très ouvert. C'est le stress qui fait qu'il n'arrive pas à réagir. Parce que de toute façon, quelqu'un qui a vraiment développé une compétence passe pas son temps à essayer de dépouiller des gens, tu vois. Il a d'autres capacités pour vivre qui ne mettent pas en danger de ce point de vue-là. Et attention, quand je dis self-défense, il ne faut pas que... parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font un art martial et qui le vendent comme une self-défense parce que le public est avide de ce nom-là. Mais le Pencak Silat, le Krav Maga, tout ça, pour moi, c'est pas des self-défense. C'est-à-dire qu'une partie peut servir à ça, mais c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus profond, quoi. Donc, parce que le Krav Maga, a priori, c'est fait pour des professionnels, pour faire face à des professionnels. Donc, pour moi, ça n'est pas une self-défense. Une self-défense, c'est fait pour des amateurs, pour faire face à des amateurs. Le Pencak Silat, c'est pareil, c'est un art martial avec une longue tradition. Donc, il le présente parfois comme une self-défense, mais c'est pas ce que je vois, quoi. Self-défense, pour moi, ça serait un domaine particulier, une petite branche du truc. Bon, on en a discuté dans le Shinkai, peut-être qu'on mettra ça en place à un moment. Quelques outils abordables très rapidement pour permettre aux gens de. Et notre inquiétude, la raison pour laquelle on l'a pas fait là, c'est que les gens risquent de se concentrer sur ces choses-là qui sont pour moi pas très importantes, pas très intéressantes. Dans ta vie, il y a peu de chances que tu te fasses agresser. Et si tu te fais agresser et que tu donnes ce qu'on t'a demandé, etc., ça s'arrête là. Je veux dire, et si quelqu'un voulait vraiment tuer, etc., enfin, le taux de chance que ça arrive est assez faible. Sur ça reviendrait à la même chose que de prendre un parachute quand tu prends l'avion, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, il y a des mecs qui vont avoir un crash. Ta chance, elle est pas de zéro. Mais les chances que tu aies besoin d'un parachute quand tu prends l'avion, un avion normal, de ligne normale, c'est à peu près le même que tu aies besoin de savoir à te défendre contre un mec qui vient pour te tuer, tu vois. Donc nous, c'est pour ça qu'on prend un cadre qui est délibérément extrême de ce combat de survie et qu'on le travaille très tranquillement parce qu'on n'a pas le stress de devoir l'appliquer, mais juste parce qu'on a choisi ce cadre, parce qu'il nous plaît. Voilà. Alors donc, du coup, si je devais mettre en place un truc de self-défense, je ferai en sorte de prendre les attaques les plus probables, qui ne sont pas les plus efficaces, les plus probables, et puis de les faire vivre dans le contexte où elles risquent d'arriver. Donc, on ne les travaillerait pas dans un dojo en tenue, mais on irait dans un parking en tenue civile, et on les travaille. Évidemment, là, de la même façon, on ferait graduellement, etc. Mais voilà, et ça préparerait la situation, le cadre et tout ça. Et, comme c'est pas mon propos, je t'en préoccupe pas. Je le fais pas, mais je pense que les gens j'ai aucun doute sur le fait que les gens qui sont avancés dans l'école sauront faire face, tu vois, parce que on est allé tellement loin dans un domaine qui est pas exactement celui de la self-défense, mais on est allé suffisamment loin pour qu'en fait, dans un domaine, voilà, même si ça se réduit dans un domaine qui est annexe, bah, tu te débrouilles suffisamment bien, quoi. Oui, tout à fait, je comprends.
Et tout ce qui est pulsation cardiaque, travailler à pulsation élevée pour réussir à agir un peu sous stress, tu le fais Bien sûr. Alors, ça, c'est des choses, alors, soit parce que on met une situation plus stressante avec en ouvrant complètement le cadre de l'incertitude qui fait que tu vas être stressé, soit parce qu'on a augmenté l'intensité, soit en mixant un peu les deux, tout ça, oui, c'est des outils qui sont importants, mais qui sont faits dans le cadre de ce qu'on fait, donc pas des techniques que je souhaite voir appliquées en self-défense. C'est toujours pareil. Dans Yashima, il y avait un article il y a quelques temps qui parlait des chaînes musculaires. Euh, Comment toi tu travailles sur les chaînes musculaires, le fait de réussir à transférer voilà, l'énergie par exemple du pied jusqu'à la hanche, jusqu'à l'épaule pour frapper ou des choses comme ça. Est-ce que tu travailles dessus? Est-ce que tu as des explications que tu donnes? Est-ce que tu as des exercices que tu fais à la maison par exemple pour travailler dessus ou est-ce que c'est un travail implicite dans la technique? Alors, c'est vrai que c'est une stratégie très courante dans les arts martiaux, donc soit de connecter, euh, soit d'avoir une vague, c'est-à-dire une coordination qui permet de lier les différents segments. Moi, c'est pas du tout quelque chose qui est au premier plan des principes qu'on utilise. Au premier plan de l'utilisation du corps, nous, c'est la dissociation. D'accord. Déconnexion, dissociation, travailler les membres dans des parties différentes et pas les relier. Alors, ça génère moins de puissance, à n'en pas douter. Ça peut en générer suffisamment. Moi, en frappe, quelle qu'elle soit, je génère une puissance suffisante pour faire des dégâts, sonner un peu le mec. Mais c'est pas la plus efficace. C'est toujours une question de contexte, c'est-à-dire la connexion pour moi te rend plus vulnérable, tout est lié, c'est beaucoup plus facile à lire. En plus, tout le corps va dans le même truc, c'est plus prévisible, c'est plus lisible. Le seul avantage que ça, encore une fois, c'est la puissance que tu vas générer. Donc, quand tu es dans du combat à main nue, c'est très intéressant. Mhm. Dès lors où tu considères que, pas spécialement toi tu es armé, mais que le mec en face il est peut-être armé, et donc tu t'augmentes un degré de vitesse, surtout si l'arme a un petit peu de longueur, tu vois, où là tu augmentes encore la vitesse, tu n'as plus le luxe de faire ça. Et donc tu vois souvent les arts martiaux, aujourd'hui quasiment dans tous les arts martiaux, tu as du travail avec armes et à main nue. Mhm. Les Kōryu anciens qui étaient spécialisés dans les armes avaient développé quelques techniques à main nue, et les disciplines à main nue ont développé des trucs aux armes. Mais tu vois quand même des différences. Donc, la position du corps, notamment. Tu vois, tu veux pas te mettre de face et tu considères que l'autre en face, il a une arme. Ça n'est pas... à moins d'avoir un gap de niveau énorme, ou alors de vouloir jouer sur le fait que le mec qui est expérimenté en face, il soit perturbé parce que tu fais un truc qui ne semble pas logique ou quoi, c'est pas une stratégie de base logique. Tu vois. Ouais. Donc, si dans une ruelle, un mec sort un coupe-chou, ton corps il va faire ça. Chut, tout d'un coup, tu vas être très dur en surface, en largeur, en hauteur, en tout ce que tu veux. Donc voilà. Et ce qui fait que donc les disciplines qui sont développées à main nue vont avoir souvent cette notion de connecter les choses, et que quand elles vont faire du travail aux armes, elles vont le faire en utilisant ce même système. Donc elles peuvent être efficaces aux armes et tout ça, pas de problème. Mais pour moi, moins, si tu veux, que tu perdras toujours, tu seras plus lisible, tu perdras un petit peu de vitesse, etc. Et à l'inverse, donc les systèmes aux armes de base, tu vas avoir une position qui est généralement de 3/4, voire de profil. Tu vas beaucoup plus jouer sur la dissociation des connexions. Tu seras moins puissant, mais moins vulnérable, moins prévisible, moins lisible. Et donc, à main nue, voilà, c'est pareil, tu auras des limitations de tes avantages. J'ai travaillé ces choses, ces connexions, je les ai travaillées avec Akuzawa et Kino, notamment, qui ont un travail très avancé, différent, mais très avancé. Je dirais qu'il est plus dans la coordination chez Hino et dans la connexion chez Akuzawa, mais encore une fois, il y a des gens qui sont plus avancés chez Akuzawa qui me contrediront peut-être. Voilà. Mais ce que j'en perçois, ce que j'en ai perçu avant et ce que j'en perçois même aujourd'hui en regardant, c'est qu'il y a un fort travail sur la connexion.
chez Chino, il y a la coordination, donc il y a notamment ce truc de vagues, etc. Après, c'est dû aussi au physique, c'est-à-dire que à Kusawa, il a un physique beaucoup plus puissant de base que Shino Sensei. Donc, la connexion est moins intéressante que la coordination si le physique que tu utilises, il n'est pas très puissant. Mais voilà, cette onde, cette vague qu'il y a chez Shino, ce qu'il y a chez Ako, voilà, c'est très. Est-ce qu'il y a un mouvement particulier en Aikido qui t'a posé problème ou un type de mouvement et comment tu as dépassé ce problème s'il y a eu? Sur le moment, ils m'ont tous posé problème. Non, mais au moment où j'ai fait l'aïkido, je faisais du karaté et puis c'était vraiment un autre monde, quoi, tu vois. C'est pour quelqu'un qui, ouais, c'était très différent pour moi. Et puis il y a ceux que tu as l'impression de pouvoir rapidement réussir. Tu dis, ok, bon, celui-là, j'arrive pas. Maintenant, je vais me concentrer sur d'autres que j'arrive pas à réaliser correctement. Et au final, quelques années plus tard, tu reviens et tu dis, mais en fait, je comprenais rien à celui-là, je croyais que j'avais compris, tac, tac, tac. Donc, c'est toujours. Et plus tu avances, aujourd'hui encore, moi, j'ai des mouvements où je me dis, ah, ouais, comme c'est vraiment difficile. Et puis d'autres me disent, ça, quand même, je réussis pas mal en ce moment. Mais ça ne présume pas de mon ressenti dans 2 ou 3 ans. Ça évolue constamment. Parce que toi, tu avances et puis tout n'avance pas en même temps. D'où l'intérêt aussi d'avoir un catalogue tu vois, assez défini de l'école. D'où le fait aussi que les formations enseignants qu'on a dans l'école me permettent de retravailler ces choses-là, de m'astreindre à faire des choses qui ne m'intéressaient pas, et certaines que je n'avais pas fait depuis plusieurs années avant de les mettre en place. Donc c'est toujours au coup par coup. Après, comment sur le moment, j'essaie de comprendre comment il fait la technique, de regarder. Alors quand je regarde un pour faire, donc j'essaie d'avoir une sensation globale, etc. Et puis après du global, je vais aller au particulier. Donc, je me dis, ok, la prochaine fois que tu fais la technique, là, je regarde que les pieds, tac, 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 tac. Après, je regarde que les mains, je regarde que les omoplates, ce genre de choses. Et puis, souvent travailler, laisser reposer. Moi, je suis plutôt dans le fait de travailler un truc en globalité, c'est-à-dire une constance dans la discipline. Mais quand il y a un point particulier qui me prend la tête, moi, je ne m'acharne pas dessus. Je passe à un autre truc et puis j'y reviendrai après. J'oublie pas, je le nie pas, mais voilà. Après, je pense que ça, c'est encore une fois, c'est une stratégie personnelle et qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de rester sur ce truc-là et qu'en passant à autre chose, elles vont avoir l'impression d'un échec ou d'abandonner. Moi, j'ai le sentiment que si je passe à autre chose, ça va continuer à travailler en arrière-plan. Parfois, je me pose quand un truc m'énerve ou quoi, c'est pareil, j'essaie toujours de prendre un peu de recul et je me dis, ok, parfois je réponds tout de suite à un mail que j'ai pu recevoir ou un commentaire, bref. Et puis je poste pas. Puis le lendemain, je me dis, ok, ça sert à rien de le poster. Ou alors, je reviens sur ce que j'avais écrit parce que voilà. Donc, prendre du recul avec les choses. Oui, et puis c'est assez vrai, et je refais un parallèle avec la musique. C'est souvent ce qu'on dit dans la musique ou dans les arts globalement. Quand il y a quelque chose qui est bloqué, laisser le temps de respirer et de revenir. Ce que tu as dit sur le fait de la technique qu'on oublie, ça me rappelle Chouari un peu, j'en parlais avec Lionel dans l'interview qu'on remettra en lien également. Et on avait fait un article sur l'erreur, la perception de l'erreur. Tu vas me dire si je me trompe, mais je pense que en France, déjà, on a un problème avec l'erreur. On a beaucoup de mal à accepter l'erreur du fait de la façon de noter à l'école, etc. Voilà, c'est quelque chose de compliqué. Mais en plus, quand on progresse, on voit ses erreurs. Et donc, en fait, on est dépité parce qu'on a l'impression de régresser. Et est-ce que toi, tu observes cette chose dans les dojos et comment tu peux remotiver quelqu'un qui se sentirait un peu démotivé par rapport à ça? Bon, je ne sais pas si tu connais l'effet Dunning-Kruger. Non. Bon, je te conseille de regarder un petit peu ça. C'est en fait que plus ton niveau de compétence est bas, plus tu crois qu'il est élevé. Et plus tu avances, plus ça change, quoi. Tu vois, tu as l'impression que tu sais tout, tu sais que tu sais pas tout, et après tu sais que tu sais rien, quoi. Enfin, tu as l'impression que tu ne sais rien, ce qui est faux en réalité. Non, si tu veux, c'est quand même c'est frustrant quand tu avances et tu te dis, tu te rends compte de certaines lacunes dont tu n'avais pas conscience avant. Et après, c'est les premières fois, parce qu'au début, tu penses que allez, j'ai réussi à faire Ikura, c'est bon, je maîtrise, je passe à autre chose.
Et quand tu te rends compte que tu ne maîtrises pas, tu dis, ah merde, en fait, je ne maîtrise pas du tout. Ok. Mais ça, normalement, ça t'arrive quand t'es débutant, tu vois. C'est-à-dire que c'est, les premiers mois, tu as l'impression que tu fais, et puis après, il y a quelque chose qui te fait prendre conscience que tu ne réussis pas bien, etc. Et ce processus, il se répète vite. Donc, au début, je pense que tu passes au-delà de ça parce que tu es débutant. Donc, de toute façon, tu es très enthousiasmé, donc tu es un peu choqué, mais bon, c'est pas grave, il y a tellement de plaisir et de nouveautés que tu continues. Et puis, il y a des objectifs qui sont très courts, très concrets, passer tel Q ou tel grade, qui peuvent te permettre de rester motivé. Et puis après, vraiment, tu prends conscience que ça fait partie du processus. Voilà, un deuxième Dan ne doit pas être choqué par ça parce qu'il a déjà dû vivre ce truc 50 fois, quoi, tu vois. Donc, j'ai pas eu le sentiment que il y avait besoin vraiment d'adresser ce problème-là. Je pense qu'il s'adresse tout seul parce que normalement, tu en prends conscience tôt et que c'est un processus récurrent et que tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas régressé, c'est juste que tu as évolué dans d'autres plans et que il y a certaines lacunes et juste il faut ramener celle-là. En réalité, il faut le prendre du bon côté, te dire que c'est parce que tu as évolué que tu prends conscience de cette lacune-là. Ouais. Accepter de se dire qu'on n'évolue pas au même rythme sur tous les plans aussi. Tout à fait. Et j'ai une question top secrète que j'avais pas prévu de te poser, mais je vais te la poser quand même. Comment tu fais pour que tes cheveux ne bougent pas? Parce que moi, mes cheveux, ils se défendent tout le temps. Allez, pour secret, une fois que j'ai pris ma douche, je me coiffe et je plaque une petite couche de gel dessus quand ils sont encore mouillés. Et voilà. Donc ils sèchent. Ah, c'est quand ils sont encore mouillés, du coup, quand ils sèchent, ils tiennent, ils bougent plus. Je note. Là, je le mets dans mon carnet perso. Mais ça paraît con, mais c'est la, la- la façon dont tes cheveux, ta tenue, tes machins et tout ça se tient en place, c'est pas anecdotique parce qu'en fait, tu pratiques et c'est ennuyeux, tu vois. Tu es là, tu te retrouves avec tes cheveux dans tous les sens et ta tenue qui part. Non, c'est des problèmes d'intendance, mais qui est important de régler aussi parce que ça fait partie de ton confort de pratique et tu n'as pas envie de prendre la tête à ton partenaire toutes les 3 minutes, à te recoiffer et puis à te C'est ça. tu vois, c'est la, la recherche de perfection, elle va dans tous ces domaines. Quoi. Tu essayes d'être carré jusqu'à des petits détails comme ça. Quoi. C'est ça. Donc, du coup, je note le gel en sortant de la douche. Est-ce que par rapport à la préparation physique, il y a une question que tu aurais voulu que je te pose, que je t'ai pas posée? Non, enfin, disons qu'une chose ouais, qu'on pourra adresser, c'est la façon dont ça évolue avec le temps et l'âge. Ah oui, c'est une très bonne remarque. Oui, Et ouais, mais c'est normal, tu vois, parce que moi, j'ai été confronté, voilà, et en fait, tu as 30 ans, si j'ai compris. oui, c'est ça. À 30 ans, Ça va arriver. ouais, ouais, tu as encore un peu de temps. Mais j'étais pas confronté à ça et je me suis entraîné trop intensément, mal déjà, et puis trop intensément sur plein de trucs. Alors, moins mal que certains, sans doute, mais quand même, voilà. Et donc, il y a plein de choses qui font pas. Euh, qui n'occasionnent pas de dégâts sur le moment, mais qui usent, etc. Quoi. Et ça, c'est à prendre en compte. Mais ça ne doit pas être, dans le même temps, ça ne doit pas être une excuse pour pas travailler jeune, parce que tu dis, bah, je vais m'user, donc je ne le fais pas. Et encore moins une fois que tu as ces pathologies. Quoi, tu vois, bon, moi, j'en suis pas encore au niveau des pathologies, j'ai des petites douleurs de ci, de là, des trucs où je peux identifier. Tu penses à quoi? Les clés fait trop violemment, les chutes, c'est. Ah, mais c'est tout. Hein, c'est-à-dire, effectivement, mal chuter, taper à chaque fois que tu chutes, tout ça me semble très mauvais. Tu vois. Bon, taper quand tu chutes, par exemple, tu vois bien que les mecs qui font du parcours et qui sautent du 3e étage de 10 mètres de hauteur, ils ne tapent jamais. Jamais. Euh, bon, ça c'est vraiment c'est l'airbag, c'est le truc de secours, tu vois, quand tu as vraiment été pris, donc, bam, tu frappes, ok, mais ça doit vraiment être limité au cas extrême. Donc, ne pas taper quand tu chutes, effectivement, les clés appliquées trop sèchement de façon constante, tu vois, à répétition, tu peux faire sentir ou vouloir ressentir un truc de temps en temps, ok, pourquoi pas, mais tu as pas besoin de le répéter à chaque fois.
Et puis après, les mauvais mouvements dans tous les exercices physiques. Hein. Il y a certains exercices de yoga qui sont pas bons. Il y a énormément d'exercices de musculation qui sont pas bons. Et puis, il y a la façon dont ils sont faits souvent. C'est que, hormis le fait qu'il y a quelques exercices qui sont pas bons, il y a surtout tous les exercices mal réalisés vont être néfastes. Et puis, c'est aussi accepter. Moi, je suis en phase de transition, quoi, mais c'est pas facile. Que ah ouais, il faut dire qu'il y a encore 5 ans, je pouvais éclater plein de mecs sur plein de performances et que en 5 ans, ça s'est effondré, quoi, carrément, je peux dire. Et bon, il y a des moments de choc. Hein. Heureusement que tout n'arrive pas en même temps, tu vois. Et puis tu continues à évoluer sur d'autres choses. Et que tu peux encore évoluer dans ton efficacité générale. Mais en termes de performance physique simple, dans les arts martiaux, c'est plus dur de le percevoir parce que comme tu peux compenser avec plein de choses, c'est une discipline tellement complexe. Mais quand tu vas pour enchaîner les séries de traction ou ce que tu fais au développé couché au squat, voilà, tu vois, c'est soulever le poids ou pas, terminé. Donc voilà, la récupération n'est plus la même, machin. Et donc il y a une évolution à faire. Alors c'est bien de s'entraîner intensément quand on est jeune, pour peu qu'on prenne le temps d'apprendre à faire les mouvements correctement, faire attention à ne pas tomber dans le surentraînement quand même, mais c'est bien de se pousser, c'est le moment où on peut le faire, il faut le faire. Tu vois. Et puis après, à un moment où il faut commencer à s'entraîner différemment. Donc voilà. À chaque étape, et je voyais des vidéos de Mochizuki Sensei là, qui est en confinement chez lui et qui s'entraîne, tu vois. Il y a 85 ans ou 84, je sais plus. C'est énorme. C'est une motivation, une inspiration incroyable, cet homme. Ce qu'il a développé, le système, tout ça, mais surtout pour sa façon d'être, tout ce qu'il fait. Et voilà, et il continue. Donc évidemment qu'aujourd'hui, il me dit, bah aujourd'hui, maintenant je fais avec des poids légers et tout ça. Bah oui, personne ne s'attend à ce qu'il fasse du soulevé de terre à 200 kg à 85 ans, tu vois. Mais il bouge, il a une qualité de mouvement incroyable, il a une santé, alors il a eu un nombre de blessures incroyables aux arts martiaux, mais aussi chute de cheval, etc. Tu vois, tout un tas de trucs. Donc voilà, l'évolution, savoir comment on doit s'entraîner à l'âge qu'on a. Et l'accepter. Ouais, parce qu'en fait, tu peux toujours vraiment t'entraîner beaucoup, et tu peux te pousser loin, et tu peux progresser. Et c'est le problème de dire, de prendre un entraînement indifférencié, donc bah, je vais suivre le programme de tel champion parce qu'il est champion, donc il doit savoir comment il faut faire. Ouais, enfin, le champion, il est peut-être dopé, peut-être il a 25 ans, et une génétique incroyable, enfin, que sais-je. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir des entraîneurs qui savent adapter les choses à ta situation, et puis aussi travailler autour de certaines pathologies, quoi. Bon, moi j'ai certaines douleurs, et c'est vrai que sur le moment, quand tu sais que tu ne peux plus faire tel et tel exercice, c'est pénible, quoi. C'est très frustrant. Mais il faut vraiment passer au-dessus de ça, et jamais se replier sur soi-même, prendre ça comme excuse. Oui, faut pas non plus que ça devienne bon, ben, je suis blessé donc je vais pas m'entraîner, quoi. Parce que ça va aggraver les choses finalement. Être immobiliser une blessure, c'est rarement ce qu'il faut faire. Ça arrive, hein, mais on enlève de plus en plus le plâtre contre plâtre, enfin écharpe contre écharpe. Ça s'enlève parce que on a remarqué que ça enlevait la récupération. Euh, voilà, c'est vrai que ce que tu dis, je te rejoins à 100%, que ce soit pour la préparation physique ou les arts martiaux, il faut pas rester confiné du coup sur ce qui nous gêne et puis rester enfermé sur nous et s'empêcher d'avancer. Il faut voir tout ce qu'on peut faire. Ouais. Même pour quelqu'un de blessé qui ne peut pas pratiquer, admettons, parce que ça va aggraver les choses, pas de problème. Mm-hmm. Mitoli Gecko, c'est énorme. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était à Colmar. Il y avait un pratiquant qui ne pouvait pas pratiquer à cause de problèmes de santé. Il est venu à tous les cours du stage. J'ai regardé, début à la fin. Et ensuite, alors, c'est aussi le problème des gens qui, par exemple, ne peuvent plus chuter. Et ça arrive beaucoup. Et les gens disent, bah, je ne peux pas faire des kilos, je ne peux pas chuter, donc je ne viens pas. Ou carrément, j'arrête la pratique. Et ça, c'est très dommageable, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus chuter, mais il y a des gens qui ne pourront jamais chuter, des gens qui n'ont jamais pu chuter. Et je comprends ce truc-là. Moi aussi, si ça m'arrivait, en tant que pratiquant,
j'aurais ce sentiment que je vais un peu gêner l'autre. Mais à la fois, et je le répète toujours aux personnes qui sont dans cette situation, venez, vous expliquez au gars, je ne peux pas chuter, je suis désolé. De toute façon, moi, je fais tourner les élèves. D'accord. Donc, ça va durer pour le gars 5-10 minutes. Il fait ses techniques sur toi, il fait le début de la technique. Et ben, il se concentre sur l'entrée, peu importe. Mais il faudrait que, dans le même temps que, tu vois, le gars qui est un peu fatigué dise pas, je peux pas chuter, tu vois. Et que toutes les personnes qui ne peuvent pas chuter viennent vraiment pratiquer pour que les gens qui ne peuvent pas chuter ne soient pas privés de la pratique du judo, ne soient pas privés de la pratique de l'aïkido, ne soient pas privés de telle et telle pratique. Et pas qu'on leur fasse des cours spécifiques sans chute ou que sais-je, tu vois. Parce que tu limites, encore une fois, on va pas être politiquement correct en disant non, ça limite rien, ça n'a aucune importance. Non, tu ne fais pas la technique globalement, donc tu vas passer à côté si tu ne peux pas la faire globalement, la technique. Tu vois. Donc, mais c'est pas important si ton partenaire, pendant 10% du cours, il n'a pas pu le faire parce qu'il se concentre sur la suite après. Mais par contre, toi, c'est important, même si tu ne peux pas chuter, que tu puisses faire la technique en entier. Et puis, il y a un plaisir aussi à faire chuter les gens, tout ça. Même si tu peux pas avoir le plaisir de chuter toi-même et puis d'offrir cette chute, tu peux avoir le plaisir de faire chuter. Et donc, en accord avec le prof et tout ça, mais moi, j'ai jamais vu un élève qui faisait la gueule parce que la personne qui était avec lui, âgée, parce qu'elle a des vertèbres soudées ou quoi, ne peut pas chuter et qu'elle chutait pas. Et donc, j'encourage vraiment toutes les personnes qui ne peuvent pas chuter ou recevoir certaines techniques à simplement le dire, mais à venir et à donner cet exemple pour que la pratique soit vraiment pour tous et pas limité aux gars en bonne santé et qui peuvent faire tous les mouvements. Et dans le Kishinkai, du coup, si quelqu'un ne peut pas faire une technique, parce que est-ce que du coup, il a quand même le droit de passer ses grades, il est quand même évalué différemment. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, on adapte dans l'évaluation également. Bah oui, c'est le chemin qui est parcouru. Alors évidemment qu'il y a un set standard de techniques qu'on présente. Et le gars qui est manchot, qui a un bras, je lui dis bah non, tu peux pas faire de saisie à deux bras. Ah, tu vois, ça paraît absurde. Oui. Je vais pas demander de la même façon à un mec qui peut pas se mettre à genoux tu fais pas ton bras, tu peux pas te mettre à genoux. Non, l'adaptation est dans la technique, mais dans l'évaluation du cheminement de chacun, dans tout ça, quoi. Oui. Et de ce fait, l'enseignant qui l'a en cours, qui le connaît le mieux, est aussi invité à être jury ou pas du tout chez vous? Alors, ça dépend du niveau de l'enseignant. Donc, dans le jury, on est entre 1 et 4. Mm-hmm. Donc, parfois, je suis tout seul, parfois assisté de 2 ou 3 personnes. On a la chance que l'école, aujourd'hui, on a à peu près 600 pratiquants, un peu plus, quoi, dans le monde. Je connais tout le monde individuellement, quoi, à peu près. Je connais en tout cas tous ceux qui passent des dames. Donc, les Q, c'est fait au cours dans le dojo. Tous ceux qui passent des dames, je les connais. Je ne demande pas à un enseignant qui est premier ou deuxième dan de m'assister. Non. Je fais avec des gens à partir de troisième, quatrième dan et plus, quoi. Donc, si ton enseignant est premier dan, etc., c'est aussi un apprentissage d'évaluer quelqu'un. Je ne veux pas me mettre dans une situation confortable, mais par contre, j'invite toujours les enseignants à m'expliquer, d'ailleurs, ça se fait tout naturellement, mais les spécificités, tu vois, que telle personne a fait tel progrès, telle personne a telle limitation, si j'étais pas au courant, quoi. Ouais. Donner les détails. Voilà. C'est l'avantage d'avoir une école à taille humaine, j'ai envie de dire, où tu... Aujourd'hui, de toute façon, voilà, le temps est passé de l'engouement énorme sur les arts martiaux traditionnels, c'est vraiment baissé. Donc, le nombre total de gens le pratiquant est de plus en plus faible et le nombre par école est de plus en plus faible. Une école, je ne parle pas d'une discipline, mais une école de 3000, 3500 mecs, c'est énorme maintenant. Tu vois, j'ai du mal à concevoir que l'on va dépasser ça dans le futur. Je me trompe peut-être et j'espère me tromper, mais voilà. Donc, a priori, on devra rester sur une échelle où le problème ne se posera pas où à la tête de l'école, moi et mes successeurs, on pourra connaître l'individu. Et c'est l'idéal, c'est l'idéal. Oui, tout à fait. Et toi, Léo, du coup, est-ce que tu avais une question à me poser sur la prépa physique en particulier ou pas du tout? Est-ce que je te quitte comme ça? Non, mais je vois que tu es super pointu dans ce domaine-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à ton école ou c'est une curiosité personnelle? Alors, c'est mon enseignant qui a éveillé cette curiosité. En fait, c'est comme je te disais la dernière fois, moi je suis asthmatique de base
Donc, du coup, j'avais beaucoup de difficultés à développer mes capacités physiques. J'ai mis très longtemps à me mettre à faire du sport. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à faire du sport, ça m'a intéressé. Et mon enseignant m'a éveillé à ça, notamment à m'emballer quand j'ai passé mon diplôme d'instructeur. Voilà, ça. Alors, chez nous, c'est une petite école, c'est pareil, c'est pas un DE qu'on passe, mais par contre, il est assez exigeant. Je dois le suivre pendant 3 ans, je dois aller à quasiment tous les cours. Voilà, donc c'est quelque chose de long et il me demandait des choses de plus en plus pointues. Donc ça a éveillé ma curiosité. Et j'entendais beaucoup dans les arts martiaux, il faut faire des choses très spécifiques, etc. Mais quand on demande aux gens, oui, mais c'est quoi des choses spécifiques? Finalement, on n'a pas de réponse. Enfin, c'est difficile, je sais pas de ta part quand tu as recherché, mais c'est complexe d'avoir ces réponses-là. Donc, ben, comme tu le disais pour Yashima tout à l'heure en off, quand on a fait le... Non, je crois que c'était pas en off d'ailleurs. Comme tu le disais pour Yashima tout à l'heure, on a fait le magazine qu'on voulait voir. Ben voilà, c'est pareil. J'essaye de donner aux gens ce que j'aurais voulu avoir. Donc j'ai suivi des formations qui sont pas forcément reconnues en France, alors que par exemple Didier Reiss, qui est un des plus grands préparateurs physiques qui enseigne dans les facultés aujourd'hui, son livre La Bible de la prépa physique, c'est celui qui est utilisé jusqu'en master de prépa physique, mais sa formation sur internet n'est pas reconnue. Et voilà, j'ai suivi sa formation parce que pour moi, en tant qu'enseignant, j'avais ce besoin-là. C'était voilà, comme moi, c'était un de mes points faibles. Enfin, Armand a tendance à dire quand quelque chose est un point faible, travaillez-le jusqu'à ce que ça devienne un point fort. Donc voilà, je bosse dessus, je bosse encore. Voilà, mon but c'est d'aider les gens qui sont, c'est pas les experts parce que les experts, les champions du monde, etc. sont déjà épaulés. Hein. Ils ont toute l'équipe autour. Donc voilà, c'est plutôt aider les personnes soit les jeunes qui ont des ambitions mais qui savent pas comment s'entraîner, qui veulent pas se blesser. Donc voilà. Je te remercie en tout cas pour cette interview. C'était très riche encore une fois. Et puis je te dis à très vite pour la prochaine. Je te remercie voilà, de la gentillesse. On a passé plus de 2 heures sur l'interview. Il est resté souriant tout le long pour vous. Donc n'hésitez pas à lui mettre un merci en commentaire. Salut.